Ce bulletin d'information vous est présenté par les caisses Desjardins de la région de Portneuf, qui sont fiers de mettre en valeur les initiatives des gens d'ici. Nous sommes le jeudi 11 mai 2023, ici Danick Julien et votre bulletin d'information communautaire Info, c'est JSR. Le SOS Accueil de Saint-Raymond a lancé sa campagne de sociofinancement pour la construction de son nouveau bâtiment. Miel Éco, une entreprise de Portneuf, a figuré dans l'émission Dans l'œil du dragon. Nous en parlerons avec les propriétaires. Nous ferons un retour sur les divers conseils municipaux qui ont touché Portneuf, soit Saint-Marc, mais aussi Sainte-Catherine. Et finalement, il sera question de la Biennale internationale du lin de Portneuf qui va débuter en juin. On en parle avec Laurie Belland. Bonne émission! Ici, on se crée des souvenirs au fil des saisons et on vit au rythme de nos passions. Ici, quand l'aventure nous appelle, on répond. Ici, à Saint-Raymond, ma destination pour un séjour plein air réussi. Le SOS Accueil de Saint-Raymond a lancé une nouvelle campagne de sociofinancement alors que le processus est enclenché pour la mise en place de son tout nouveau bâtiment qui est situé sur le même terrain que le précédent. 200 000 $, c'est l'objectif à atteindre. Une conférence de presse a eu lieu hier, mercredi. Voici notre reportage. Le SOS Accueil de Saint-Raymond fera officiellement peau neuve dans un tout nouveau bâtiment adapté à sa mission. En effet, l'organisme qui vient en aide aux Portneuvois issus des municipalités de Saint-Raymond, Saint-Léonard, Sainte-Christine, Lac-Saint-Jean et Rivière-à-Pierre a besoin de votre aide pour compléter le financement nécessaire pour ces travaux d'envergure qui permettront aux bénévoles de continuer leur bon service auprès de la communauté. Cette campagne de sociofinancement est coprésidée par Mme Raymonde Gingras, la fondatrice et administratrice du SOS Accueil, tout comme M. Claude Duplain, le maire de Saint-Raymond. Un objectif de 200 000 $ est fixé pour cette campagne de sociofinancement. On entend la présidente du SOS Accueil, Reine Caillé. Pour y arriver, nous avons fixé l'objectif de financement à 200 000 $. Chaque don fera la différence. Voici comment. Alors, vous pouvez, par chèque à l'ordre du SOS Accueil Incorporé, 125 rue des Ormes, Saint-Raymond, G3L1C4, par Interac, alors info@sosaccueil.com, en argent au bureau du SOS Accueil, par carte débit ou crédit, en passant au bureau ou en téléphonant au 418-337-6883, les mardis et jeudis, de 9h à 11h30, de 13h à 16h, et jusqu'au 23 juin 2023. Le nouveau bâtiment pourra répondre aux enjeux grandissants qui touchaient les bénévoles en service au sein de l'organisme. Voici les propos de M. Claude Duplain, maire de Saint-Raymond. Vous le devinez, le bâtiment dans lequel est logé SOS Accueil comporte actuellement plusieurs lacunes. Le manque flagrant d'espace, environ 3900 pieds carrés, je crois, environ. L'accès limité aux personnes à mobilité réduite. Situé trop près de la rivière pour les inondations. La remise aux normes devenue nécessaire pour le deuxième étage.
Toujours situé sur le même terrain, le nouveau bâtiment ne sera pas dans une zone inondable. Au dire du maire, le voici à nouveau. En fait, sur ce terrain-là, la zone inondable était tout le tour, surtout en arrière, parce que là, le bâtiment, présentement, il reste environ 1 mètre avant le descendre vers la rivière. Et là, on va être plus en avant. Et la majorité, tout le terrain, tout le bâtiment va être construit dans une zone qui, présentement, n'est pas inondable, parce qu'elle est plus haute, justement. Les travaux vont débuter dès septembre et l'ouverture du nouveau bâtiment est fixée pour le début de l'année 2024. D'ici là, le SOS Accueil devra vendre son matériel à la population et fermer pendant quelques mois. On entend Reine Caillé à ce sujet. Durant cette période, nous demandons à la population de conserver vos objets, vos vêtements pour notre réouverture en janvier 2024. Alors, c'est important, à compter du 9 juin, on ne prendra plus de vêtements, vaisselle, meubles, et ce, jusqu'à notre réouverture. SOS Accueil, service essentiel, j'y tiens, j'y participe. Notre objectif, 200 000 $. Au fil de son existence, le SOS Accueil a déménagé plusieurs fois. Pour la fondatrice, Mme Raymonde, ce nouveau bâtiment va permettre d'assurer la longévité de l'organisme pour les années futures. Elle nous explique ce qui a été fait par le passé. On était au tout début au sous-sol du presbytère. Il y en a quelques-unes parmi vous autres qui ont vu ça, qui ont connu ça. Ensuite, on s'est en allé au 2e étage du couvent, à la salle de musique. Les sœurs de la Charité nous ont reçus là avec plaisir. Par la suite, le couvent avait été passé aux habitations de Saint-Raymond et on est monté au 3e étage du couvent. Je peux vous dire qu'on avait 45 marches à monter avec des sacs, des cartons et nos bénéficiaires, parfois, ne pouvaient pas les apporter avec eux. Alors, on aidait, en tant que bénévole, à descendre. J'allais un petit peu plus vite dans ce temps-là. C'est ce qui complète ce reportage. Vous êtes invité à contribuer à la campagne de sociofinancement du SOS Accueil. C'était Danick Julien pour CJSR. Jeudi dernier, 5 personnes ont été arrêtées à Saint-Raymond-de-Portneuf par les policiers de la Sûreté du Québec et de la MRC, donc en raison d'un possible trafic de stupéfiants. 3 perquisitions ont eu lieu dans les résidences des personnes impliquées. À Saint-Raymond, voici au total les items qui ont été saisis lors de cette perquisition. On parle d'une centaine de comprimés de méthamphétamine, plus de 50 grammes de cannabis en grammes, une cigarette électronique au THC, environ une quinzaine de grammes de hashish, près d'une quarantaine de grammes de cocaïne, une vingtaine de comprimés de médicaments sous ordonnance, près d'une dizaine de grammes de champignons, 2 téléphones cellulaires et un peu plus de 3 500 $ en argent canadien. Bon, pour la description des 5 personnes qui ont été arrêtées dans l'affaire, il s'agit de 3 hommes âgés entre 36, 51 et 67 ans, ainsi que 2 femmes âgées de 20 et 54 ans. Une seule de ces personnes a comparé à des chefs d'accusation de possession aux fins de trafic de cocaïne et méthamphétamine, ou aussi le trafic de cocaïne et méthamphétamine. Il a évidemment eu beaucoup pour la distribution, la possession de cannabis, pour la vente, le bris de probation, bris d'ordonnance, d'interdiction d'armes à feu et possession d'armes dans un dessein dangereux. Il fut demeuré détenu. Il s'agit de M. Jesse Baribeau. Les autres personnes qui ont été toutes libérées vont quand même être interrogées là, et leurs dossiers vont être soumis au DPCP. Une conférence concernant le métier de pilote du Bas-Saint-Laurent sera donnée le 18 mai prochain à Cap-Santé dans le but de récolter des fonds pour l'école primaire de Cap-Santé. En effet, la conférence va avoir lieu dans le cadre de la participation de l'équipe des pilotes du Bas-Saint-Laurent au Grand Défi Pierre Lavoie. L'activité est mise en place par l'équipe, mais aussi par la Chambre de commerce de l'Est de Portneuf. Selon le conférencier et membre de l'équipe, Carl Sarrazin, l'argent amassé pourrait aider l'école de Cap-Santé à se munir de buts de soccer et d'un mur d'escalade, selon ce qu'on peut lire dans le courrier de Portneuf. La profession de pilote du Bas-Saint-Laurent est très complexe et la conférence va permettre aux participants d'en apprendre plus à ce sujet. Plusieurs aspects du métier seront présentés, tout comme les qualifications requises pour le pratiquer.
Carl Sarrazin. Le conférencier sera accompagné par M. Yves Pelletier, qui est lui aussi pilote. Les participants de la conférence seront également invités à identifier les navires qui sont de passage sur le fleuve. Le défi Pierre Lavoie, je vous le rappelle, se tient du 8 au 11 juin. La fête des voisins sera tenue dans Portneuf le 3 juin prochain dans plusieurs municipalités comme Saint-Raymond, par exemple. Comme les éditions précédentes, la fête des voisins permet aux citoyens habitant dans un même quartier d'organiser une fête à leur image. À Saint-Raymond, donc, il sera possible pour les personnes organisantes des festivals d'obtenir un soutien financier, peu importe le type d'activité. L'exemple d'une fête sportive ou d'un 5 à 7 a été donné dans le communiqué de presse. Pour Saint-Marc-des-Carrières, il est prévu de faire la fête des voisins directement au terrain de soccer. Ce genre de fête a lieu partout au Québec, alors que cette édition est propulsée par l'organisme Espace Muni. Le but, c'est de créer des liens de solidarité entre voisins sur l'ensemble du territoire. L'an passé, lors de la 16e édition, la ville de Pont-Rouge, elle, avait même fermé partiellement quelques rues afin de faciliter la tenue de plusieurs activités pour la fête des voisins. Une entreprise de Portneuf a foulé les planches de l'émission Dans l'œil du dragon, diffusée sur la chaîne Radio-Canada le 3 mai dernier. L'émission met en valeur des entreprises du Québec devant des gens d'affaires susceptibles d'investir dans leurs projets. Souvent, ces investissements se font moyennant un pourcentage des parts de l'entreprise. C'est l'entreprise Miel Éco de Portneuf qui s'est rendue dans les studios de Radio-Canada. L'entreprise appartient à Christina Fortin-Ménard, mais aussi à David Desrochers-Croteau. Nous les avons tous les deux avec nous ce soir. Bonsoir à vous deux. Bonsoir. Merci d'être des nôtres. Avant d'entrer dans votre passage dans l'émission Dans l'œil du dragon, pouvez-vous nous expliquer rapidement qu'est-ce que c'est Miel Éco? Miel Éco, en fait, c'est une entreprise apicole qui est située à Portneuf. Donc, on a une boutique à la ferme, une boutique en ligne, une centaine de points de vente partout au Québec. Donc, chez Miel Éco, en fait, on produit des produits du délice au mieux-être. Donc, on a 2 gammes de produits. Le tout en pratiquant l'apiculture synergique. Donc, c'est la communion parfaite entre le mieux-être de nos clients, des abeilles et de l'environnement. Pour ceux et celles qui ne savent pas c'est quoi l'apiculture synergique, est-ce que vous pouvez un peu nous éclairer là-dessus? Oui, absolument. Bien, en fait, un petit peu comme Christina vient de mentionner, donc l'apiculture synergique, c'est toujours les 3 piliers. Donc, le pilier qui est l'environnement, l'abeille, nos clients. OK. Donc, toutes nos décisions, tout ce qu'on va mettre de l'avant, les projets aussi, vont toujours, en fait, se baser sur ces 3 piliers-là. Donc, si ça ne respecte pas, bien, le projet n'ira pas de l'avant. Et votre entreprise, c'est 1500 ruches approximativement là, que vous gérez. Comment on fait pour gérer 1500 ruches d'abeilles? C'est quelque chose là, quand même. Oui, absolument. Bien, il y a quand même un cheminement. Vous n'avez pas commencé du jour au lendemain avec 1500. Là. Exactement. Donc, on a commencé là, en 2014 avec une 50aine de ruches. Et puis aujourd'hui, c'est ça. Là, on en gère, on opère à peu près 1500 ruches. Là-dessus aussi, on a les employés qui me donnent un coup de main. Donc, au total, là, on est 4 personnes là, cette année à être à temps plein, en fait, là, au niveau de la gestion des colonies. Et parlez-nous un peu de vos produits. Vous l'avez dit, vous avez les produits mieux-être. Qu'est-ce que c'est qu'un produit mieux-être? C'est pas comestible, j'imagine. Oui, c'est comestible. Okay. En fait, c'est la synergie du miel et des plantes. Donc, le miel brut mélangé avec des huiles essentielles. C'est une belle collaboration qu'on fait avec l'entreprise Alixir, qui est à Grondines. Donc, avec Alixir, on développe des recettes d'huiles essentielles qu'on va mélanger avec le miel. Donc, c'est des miels plus thérapeutiques qu'on va prendre à la cuillère ou mélanger dans l'eau chaude. Ils vont répondre à différents besoins. Par exemple, on a le miel immunité qui est un casse-grippe naturel, le vitalité qui va donner de l'énergie. Donc, on a 5 types de miel mieux-être comme ça. Aussi, on a notre gamme de produits plus délices, donc notre variété différentes récoltes de miel. On a aussi des produits transformés, dont un confit d'oignon avec du cidre de pomme du domaine Hébert. On aime beaucoup faire des collaborations là, avec... Vous travaillez avec le milieu portnevois. Oui, c'est important pour nous, oui, absolument. Et là, bon, cette gamme de produits-là, qui est quand même unique en son genre, j'imagine que ça l'a plu au dragon. Avant de dire un peu qu'est-ce qui s'est passé à l'émission Dans l'œil du dragon, comment vous sentiez-vous lorsque vous êtes arrivé sur le plateau de Radio-Canada?
Oui, bien, c'est sûr que c'est un moment assez stressant. Pour nous, c'était vraiment une première dans les studios de Radio-Canada. Donc, il y a quand même beaucoup... on a des vedettes quand même qui passent là, tout ça. Donc, on se dit, waouh, on est rendu là. Ouais. On s'est vraiment dit ça. Donc, c'est sûr qu'il y avait beaucoup de stress. On a quand même une partie de texte qu'il fallait se remémorer. On s'est pratiqué, le stress, mais quand même, on avait apporté aussi les abeilles avec nous pour l'émission. Fait que tout ça mis ensemble, ça a fait une grosse journée bien stressante, mais fier de l'accomplissement qu'on a réussi à faire. Là. Et qu'est-ce que vous recherchiez lorsque vous êtes inscrit? Pourquoi, justement, être allé là-bas? Oui. En fait, premièrement, on voulait profiter de la visibilité de l'émission Dans l'œil du dragon. Puis ensuite, on voulait aller vraiment présenter notre entreprise au Québec au complet, puis bien sûr au dragon. Et puis, pour nous, ça a été super intéressant comme cheminement parce qu'avant d'aller faire notre pitch devant les dragons, il faut vraiment faire une introspection sur notre entreprise, bien connaître nos chiffres, faire un retour un peu dans le passé de l'évolution de Miel Éco. Donc, ça a été super intéressant là, comme expérience, tout le processus jusqu'à la journée de tournage. Donc, il y a un gros travail préalable avant même d'être la journée même là, sur le plateau. Là. Oui, on a commencé le processus en novembre pour finalement que ça soit diffusé la semaine passée. Là. Quand même. Et évidemment, on veut que Dragon nous soutienne. C'est Isabelle Chevalier qui vous a soutenu. Comment c'est arrivé, cette entente-là? Là? En fait, dès le départ, dès qu'on s'est inscrit à l'émission Dans l'œil du dragon, on voulait comme dragon Isabelle. Donc, on avait déjà visualisé ça. C'est elle qu'on voulait parce qu'elle a une expérience. C'est l'ancienne propriétaire de Bioca. Donc, elle a beaucoup d'expérience dans les produits naturels, dans ce genre de mise en marché-là de produits mieux-être. Donc, c'est vraiment pour ça qu'on voulait aller avec Isabelle. Donc, on a présenté notre entreprise au Dragon, puis les 4 premiers ont passé, puis finalement, Isabelle nous a fait l'offre tant attendue. Et un petit regard, puis on a tout de suite accepté. Là, on était là pour ça. Là. Mais justement, quand les 4 premiers ont passé, j'imagine qu'il devait y avoir un stress qui montait de plus en plus. Là. Oui, bien absolument. C'est sûr que comme Christian vient de le mentionner, on y allait, oui, pour avoir un deal aussi. Ouais. Fait que là, les tirs au début, on comprend que c'est un domaine qui est peut-être un petit peu moins connu, justement. Puis dans l'œil du dragon, on va dire des producteurs, on n'a pas vraiment vu avant. Donc, je pense qu'il y avait l'effet de nouveauté, l'effet un peu de surprise, peut-être de moins bien comprendre qu'est-ce qui était l'apiculture, donc le domaine agricole aussi. Fait que c'est, selon moi, là, ce qui a fait que les 4 premiers ont passé, mais que Isabelle a vraiment su, là, en fait, décerner là, le potentiel qu'il y avait là, au niveau des miels mieux-être. Et parlez-nous justement de cette entente-là et qu'est-ce que c'était exactement, là, finalement? Oui, en fait, pour 150 000 Isabelle nous a proposé 15 % des parts de l'entreprise. Ça, c'est un peu plus que ce que vous aviez proposé au départ. Exact. Initialement, on avait demandé 10 % des parts de l'entreprise. Et là, après l'émission, et c'est là que le Québec vous a découvert, j'ai envie de dire, est-ce qu'il y a eu des impacts après le passage? Oui, des gros impacts. Aussitôt que la diffusion a commencé, les commandes ont commencé aussi. Oui, okay. Je dirais que sa fin de semaine, ça a été diffusé. On n'a pas encore terminé d'envoyer toutes les commandes. On en a reçu plusieurs centaines. Donc, à ce niveau-là, il y a eu un bel impact. Puis aussi, en fin de semaine dernière, à la boutique de Portneuf, on a reçu énormément de visites de gens. Des gens de Portneuf qui étaient juste à côté, mais qui ne savaient pas encore qu'on existait. Donc, ils nous ont découvert l'émission Dans l'œil du dragon. Donc, on est très, très contents de ça. Donc, au-delà de la portée que vous allez avoir au Québec, il y a même de la portée ici même dans Portneuf. C'est super intéressant de savoir ça aussi. Là. Absolument. Et parlez-nous un peu de qu'est-ce qui attend Miel Éco dans le futur. Dans l'émission, Dans l'œil du dragon, vous avez dit que vous voulez augmenter la portée de vos produits mieux-être, mais c'est quoi, là, j'imagine, vos projections futures? Qu'est-ce que vous voulez pour votre entreprise? Oui, pour commencer, en fait, on vient de signer aussi une entente de distribution avec un distributeur qui s'occupe beaucoup plus de la région de la Montérégie et aussi de l'Outaouais. Donc, c'est une partie des régions qui étaient moins couvertes de notre part. Donc, ça, c'est déjà un grand pas de l'avant. Ensuite, on est aussi avec d'autres personnes au niveau là,
mieux cibler, en fait. Pas de mieux, mais de bien cibler, c'est ça, nos prochains pas, nos prochains coups. Donc, pour être capable là, de bien positionner les produits mieux-être. Donc, beaucoup de travail là, en amont qui Il y a encore une phase d'expansion devant vous. Là, vous continuez là-dessus. Exactement. Donc, en fait, dans la dernière année, on a construit la miellerie. Donc, en ce moment, là, on a la capacité de production, on a les infrastructures, on a tout ce qu'on a besoin de ce côté-là. Donc, on est vraiment rendu à la partie commercialisation. Donc, pour je dirais encore à partir de... c'est déjà commencé, là, mais de maintenant aller pour les 2-3 prochaines années, le focus est vraiment au niveau commercialisation des produits. Et là, je reviens dans l'émission des Dragons. Il y en a un d'entre eux qui a parlé de quitter le Québec. C'est-tu quelque chose qui est possible pour votre entreprise? Est-ce que c'est envisageable ou... Pour l'instant, il y a encore beaucoup de place à l'expansion au Québec. Donc, pour les prochaines années, notre objectif est vraiment de bien répondre aux besoins au Québec. Mais éventuellement, c'est certain qu'on est ouvert à sortir au Canada puis ailleurs dans le monde, c'est certain. Christina, David, je vous remercie d'avoir été des nôtres ce soir pour nous parler de votre entreprise et félicitations évidemment là, de votre passage dans l'émission de Radio-Canada. Merci beaucoup. Merci. On poursuit donc dans votre émission Info CJSR. Après la pause, on vous parle de divers conseils municipaux qui ont touché la région de Portneuf dans les derniers jours. Restez des nôtres. Les bénévoles sont partout. Nos activités sportives, de loisirs et de plein air sont rendues possibles grâce au travail de bénévoles. Ici, les bénévoles vous permettent de faire du sport dans votre quartier. Ici, les bénévoles participent à la tenue d'événements locaux. Ici, les bénévoles assurent l'entretien et la signalisation des chemins de randonnée. Dans votre centre communautaire de loisirs, votre association sportive ou votre club de plein air, tout prend vie grâce aux bénévoles. Cet automne à CJSR, nous allons avoir le plaisir de vous présenter 3 nouvelles émissions produites dans notre studio munies de nouveaux décors. L'une d'entre elles, Revenir de loin, va plonger le spectateur au cœur d'une entrevue avec une personne qui a vécu et surmonté une épreuve difficile dans sa vie. Nous sommes à la recherche de personnes qui aimeraient venir en direct en studio pour nous témoigner leur expérience, et ce, dès septembre prochain. Si vous êtes intéressé, vous pouvez nous écrire ou contacter Suzy à la réception au 88 337 4925. Nos matières résiduelles atteignent de nouveaux sommets. Pensons à réduire, à réutiliser, à réparer. Pensons à mieux consommer. Ce fut plusieurs conseils municipaux qui ont touché évidemment la région de Portneuf lors de la dernière semaine. Commençons par Cap Santé. C'est un conseil sans grands accros qui a eu lieu ce lundi, alors que lors des mois précédents, on le sait, la tension était palpable entre les murs de l'hôtel de ville cap-santéenne. Plusieurs dossiers ont été traités lundi, comme la consultation publique qui a lieu en ce moment pour mettre à jour la politique familiale de Cap Santé, afin de regarder ce qui peut se faire pour offrir davantage d'activités familiales dans la municipalité. Dans cette consultation, un sondage qui demande à la population ce qu'elle pensait de plusieurs idées a été distribué. D'entre elles, on retrouverait le dossier du vieux chemin de Cap Santé, qui est connu évidemment pour son attrait touristique. Des citoyens qui résident dans le secteur ont pris la parole pour faire part de leur inquiétude quant à la potentielle transformation du chemin en route piétonnière. Chacune des personnes entendues lors de la période de questions du Conseil de Cap Santé s'est dite contre cette éventualité, c'est à quoi le maire Michel Blackburn a répondu qu'aucun projet n'était enclenché, qu'il ne s'agissait évidemment que d'une période de consultation. Le maire a rappelé aux citoyens que le but du processus était de prendre le pouls, ce qui a été fait même dans la période de questions. Toujours à Cap Santé, le maire Michel Blackburn a rappelé que la course du Grand Défi Pierre Lavoie va faire son passage ce samedi 13 mai, alors que certains des 2000 coureurs de 50 écoles vont traverser la 138 dans la municipalité. On estime lors de passage à 14h10, il va y avoir certaines entraves routières dans le secteur pour favoriser la course.
On rappelle que la course du Grand Défi est une course à relais de 24 heures où les étudiants de niveau secondaire, collégial et universitaire s'entraident pour faire le passage de Québec à Montréal. Toujours du côté de Cap Santé, maintenant on parle de Cap Santé riche en couleurs. L'organisme qui prend en charge l'événement éprouvait beaucoup de difficultés au dire de la conseillère Jeanne Noreau. On rappelle que c'est pour le symposium. Il devient difficile pour l'organisme d'opérer comme les terrains seraient de plus en plus dispendieux. Madame Noreau mentionne que la fabrique Bienheureuse Mère Saint-Louis a besoin de revenus et charge donc de grands prix pour les maisonnettes lors de l'événement. On entend Mme Noreau concernant ses préoccupations sur Cap Santé, riche en couleurs. Des postures entre 12 et 50 par maisonnette. Alors, finalement, on a décidé qu'on n'en mettait pas du tout dans le parc Joseph-Fillon, parce que c'est ça, la fabrique, il manque de sous, puis ils ont besoin d'argent, puis si on veut s'installer sur leur terrain, il faut payer. Même chose pour si on fait un concert ou quelque chose, c'est sûr que c'est 200 $ pour, à moins que ce soit des concerts du dimanche en musique. Là, à ce moment-là, on donne la moitié de la contribution volontaire à la famille. Au niveau de Cap Santé riche en couleurs, c'est sûr qu'on a beaucoup de difficultés actuellement parce que vous savez qu'on est rendu nos BNL. On est obligé de se payer une assurance, on est obligé de payer le transport des maisonnettes parce que la ferme Jacob ne peut plus. Il y avait besoin du tracteur pour les points et finalement, c'est ça. On va être obligé probablement de prendre une autre ferme qui nous demande 800 $ pour transporter les maisonnettes. Alors, c'est ça, c'est de plus en plus lourd et puis ça coûte de plus en plus cher et on se demande si à un moment donné, ça va être une raison d'être d'avoir ces festivités-là à Cap Santé. On rappelle que Cap Santé riche en couleurs est un symposium où des dizaines d'artistes présentent des œuvres. Cette année, il y aura lieu les 1er et 2 juillet prochains. Pour conclure ce résumé de ce qui s'est passé à Cap Santé ce lundi, toujours avec la conseillère Jeanne Noreau, celle-ci a déploré qu'il y a eu à nouveau une facture de la firme Morancier Avocats envoyée à la ville de Cap Santé la concernant. Cette facture est liée à la plainte de harcèlement psychologique qui avait touché la conseillère l'an passé. On entend à nouveau Mme Noreau. Parce qu'il y avait encore une facture de Morancier Avocats pour justement me concernant. Alors, je trouve ça déplorable. On est rendu à 9 000 quelque chose pour des accusations non fondées. Du 18 juin au 1er octobre prochain, la Biennale internationale du lin de Portneuf va tenir son 10e événement. Au menu, exposition, activités de méditation et j'en passe. Le tout va se faire sur le thème « Sans domicile fixe ». Pour parler de la Biennale et de la programmation 2023, nous avons discuté avec Laurie Belland, adjointe à la direction. Bonjour Laurie. Bonjour, merci de m'avoir invité. Bien, merci d'être avec nous. Laurie, est-ce que tu peux expliquer à nos spectateurs qu'est-ce que c'est exactement la Biennale internationale du lin? Oui, en fait, la Biennale du lin, c'est une initiative en fait qui est née en 2003, puis qui présente à chaque 2 ans des expositions en art contemporain dans les lieux patrimoniaux de Deschambault-Grondines, donc particulièrement au Moulin de la Chevrotière et au Vieux Presbytère de Deschambault. Puis c'est des expositions en fait en art, mais on demande aux artistes d'utiliser le lin. Donc, c'est ça la particularité, c'est notre lien avec la matière. Puis, ça peut être de façon conceptuelle ou de façon matérielle là, que les artistes mettent en valeur cette belle matière. Pour ceux qui nous écoutent, là, on peut quand même rappeler les origines de ça. C'était avec le Festival du lin à Saint-Léonard, si je ne me trompe pas. Là. Certainement. Donc, il y avait le Festival du lin et il y a eu ensuite la Caserne du lin, qui était un organisme d'économie sociale. Puis, de là est née, en fait, la Biennale, mais aussi, ça s'est marié, en fait, avec l'organisme Culture et patrimoine Deschambault-Grondines, oui, qui présentait déjà depuis 2000 des expositions en art contemporain dans ces lieux. Donc, c'est comme ça que l'idée est venue au monde, en fait.
Donc ça se passe aux 2 ans et j'ai entendu dire, Laurie, que 2 artistes portugaises sont en résidence de création à Deschambault pour la Biennale. Pouvez-vous nous parler un peu de ce procédé-là? Oui, c'est ça. En fait, nous, on est en partenariat avec un organisme portugais qui s'appelle Contextile, qui est également une biennale en art textile au Portugal qui a lieu à Guimarães. Puis depuis 2016, on échange en fait des artistes en résidence de création. Donc à tous les 2 ans, nous, on envoie des artistes du Québec au Portugal et on reçoit des artistes portugais ici à Deschambault. Donc là, cette année, c'est ça, on a 2 artistes qui vont être ici pendant 6 semaines, qui sont en résidence de création à la sacristie de l'église Saint-Joseph de Deschambault. Elles vont créer une œuvre qui utilise le lin, puis cette œuvre-là va être présentée là, tout l'été au Moulin de la Chevrotière. Et c'est quel genre d'œuvre que ces personnes-là fabriquent dans ce temps-là? Est-ce qu'on a des petites idées de ça? En fait, ça dépend tout le temps. Chaque année, on accepte des artistes, en fait, de toutes sortes de domaines, de toutes sortes de disciplines. Cette année, on a des artistes textiles, donc c'est quand même commun, là, vu qu'on utilise le lin comme matière, d'avoir des artistes textiles. Puis ils vont nous présenter des installations un peu sculpturales, c'est ce que je peux dire pour cette année, mais ils viennent d'arriver, donc la création est encore, pourrait prendre toutes sortes de directions encore. Et parlons maintenant de la programmation pour cette année. Comme tu l'as dit tout à l'heure, la Biennale, c'est aux 2 ans. Et là, évidemment, il y a des activités qui sont prévues cette année du 18 juin au 1er octobre. Ça ressemble à quoi, la programmation pour la Biennale internationale? Donc, ça commence le 18 juin, en effet, avec le vernissage. Donc, tout le monde est invité. On a une belle journée. Au début, vous allez avoir des présentations, justement, des artistes portugaises qui étaient en résidence de création, qui vont nous présenter leur projet, puis aussi qui vont nous dire un peu comment ils ont trouvé leur expérience. Elles vont être encore là. Oui, exact. Elles quittent le 19, donc ça va être... donc, c'est ça, ils vont nous parler un peu de leur expérience. On va aussi avoir peut-être un mot des artistes qui étaient au Portugal en 2022. Donc ça, c'est pour le matin. Puis en après-midi, en fait, c'est l'ouverture officielle des expositions. Les gens vont pouvoir visiter gratuitement, spécialement pour le vernissage. Puis on a quelques mots... parole d'honneur à donner. Puis c'est ça, c'est pour célébrer l'ouverture. Ensuite, au courant de l'été, on a des activités de médiation prévues avec le public. Donc en juillet, on fait toujours une activité avec les jeunes des camps de jour de Deschambault-Grondines qui s'appelle « À la rencontre d'un artiste ». Donc on leur fait visiter les expositions et ensuite on leur fait faire leur propre projet de création. Donc ça va se tenir en juillet. Puis, on a aussi une journée qui s'appelle Biotextile, qui est une journée de conférence, en fait, sur le textile, qui va avoir lieu plus en septembre. Et finalement, on clôture ça en octobre avec la journée de lancement de notre ouvrage rétrospectif cette année. Oui, et on va en parler tout à l'heure de cet ouvrage-là. Mais pendant l'été, les gens qui veulent venir voir ce qui a été fait, qui n'étaient pas là dès le départ à l'ouverture, j'imagine que c'est possible de le faire. Là. Oui, certainement. Donc, les lieux d'exposition sont ouverts, en fait, du lundi au dimanche jusqu'en septembre. Puis après ça, c'est du mercredi au dimanche à partir de la fête du travail. Puis on présente des expositions au Moulin de la Chevrotière, au Vieux Presbytère de Deschambault. Il va y avoir 2 œuvres de présenter également à l'église de Deschambault. Et on a une exposition pour la relève au Presbytère de Grondines. Et quel genre d'artistes participent à la Biennale? Laurie, tu l'as dit un peu tout à l'heure, c'est ceux qui travaillent dans le textile, mais quand je dis quel genre aussi, c'est quel nombre? Là? Ça ressemble à quoi le portrait des artistes à la Biennale? Donc, en fait, à chaque année, on a une 20aine d'artistes qui participent à la Biennale. Il y a des artistes qui se spécialisent en textile, mais on a aussi des artistes qui font, cette année, on a de la porcelaine, on a... il y a de la sculpture, des installations, ça peut être de la vidéo, donc ça peut être n'importe quel type de média, tant que le lin, en fait, est utilisé dans le projet qui est spécialement conçu pour la Biennale. Puis, c'est des artistes de partout. On a des artistes cette année canadiens, québécois, montréalais. On a une artiste des États-Unis, une artiste de la Lituanie, des artistes du Portugal, la Belgique, la France. Donc, c'est vraiment une exposition internationale. Puis, c'est ça, on a une vingtaine d'artistes qui présentent. Et la particularité cette année, c'est qu'il y en a 9 qui ont déjà participé aux 9 dernières éditions de la Biennale. Donc, pour célébrer
célébrer notre 10e édition, on les a réinvités et on leur a demandé de créer une nouvelle œuvre. Ah, mais c'est super. Surtout de voir que ça vient de partout. On va voir des choses différentes lorsqu'on va y aller à la Biennale. Tout à fait, c'est ça. Vous allez pouvoir explorer, en fait, vraiment, ce qu'on essaie de faire, c'est de faire découvrir aux Portnevois aussi le meilleur de ce qu'il y a à offrir au niveau des arts contemporains qui utilisent la matière. Et cette année, la Biennale veut inclure la relève. Et tu nous l'as un peu expliqué tout à l'heure avec des jeunes, mais comment on veut inclure la relève pour la saison 2023? Oui, en fait, on a commencé en 2019 avec une exposition spécifiquement dédiée aux étudiants en art qui seraient intéressés à travailler avec le textile ou avec le lin. Donc, c'est un appel de dossier qu'on fait. On reçoit des dossiers d'écoles, en fait, comme la Maison des métiers d'art à Québec, le Centre des textiles contemporains de Montréal, le Centre des designs et des textiles de Montréal. Donc, on reçoit de l'Université Concordia, Bishop, on reçoit des dossiers et on fait une sélection. C'est vraiment un processus comme une exposition en art professionnel. Puis, ces œuvres-là sont présentées au presbytère de Grondines. Donc, ça, c'est depuis 2019. Puis, cette année, on a aussi ouvert un peu l'offre aux finissants. Donc, ceux qui avaient terminé l'école, mais qui sont encore connectés avec l'école par ce qu'on appelle un incubateur. Oui. Donc, ils utilisent encore les studios de l'école et qui font des projets en lien avec leurs écoles. Et on arrive vers la fin de notre entrevue, Laurie. On veut parler quand même de cet ouvrage rétrospectif-là, parce que ça fait quand même 20 ans d'existence, la Biennale. Exact. Donc, c'est ça. C'est né en 2003, comme je l'ai dit tantôt. Donc, cette année, pour souligner ça, on s'est lancé dans un grand projet qui est un ouvrage rétrospectif. Il va avoir des images de toutes les éditions de la Biennale. Il va avoir des textes aussi qui expliquent un peu l'intérêt d'avoir un événement culturel comme ça à l'extérieur des grands centres, des textes sur l'historique. Il va aussi avoir des entrevues avec les artistes qui ont déjà participé. Donc, ça va être vraiment un bel ouvrage. Puis, j'encourage tout le monde qui ont des souvenirs avec la Biennale à se le procurer. Et comment pouvons-nous soutenir la Biennale? Parce qu'évidemment, c'est quelque chose, vous avez besoin de soutien. Comment on peut faire? Oui, bien en fait, présentement, c'est sûr que vous pouvez participer à notre campagne de sociofinancement qu'on fait sur la ruche. Donc, c'est une campagne qui est spécifiquement pour notre ouvrage rétrospectif. On a un objectif de 5 000 $ qui va servir en fait à payer une partie des coûts d'impression. C'est là que vous pouvez vous procurer aussi votre exemplaire en pré-vente. Donc, pendant une durée limitée, il est un petit peu moins cher. Donc, pour ça, vous pouvez aller sur le site Internet de la Biennale, puis vous allez trouver le lien vers notre campagne de sociofinancement. Puis, bien sûr, vous pouvez venir voir les expositions tout au long de l'été, puis participer à nos activités. Alors, Laurie Belland, qui est venue nous parler de la Biennale internationale du lin de Portneuf, je vous remercie d'avoir été des nôtres aujourd'hui. Merci beaucoup. Le tournoi de golf du maire de Sainte-Catherine, qui est tenu au profit de Gestion Santé Sainte-Catherine de la Jacques-Cartier, va avoir lieu le 8 juin prochain au club de golf du lac Saint-Joseph. Le conseil municipal de Sainte-Catherine a d'ailleurs pris une résolution en ce sens ce lundi afin de tenir l'événement à cet endroit. Le tout va être présidé par le maire Pierre Dolbec, comme à l'habitude. Il va y avoir également un souper après le tournoi. La ville va aussi débourser un peu plus de 3 000 $ pour l'inscription de 13 employés et élus à l'événement. Toujours du côté de Sainte-Catherine, la ville se prépare à modifier un de ses règlements de zonage afin de permettre aux citoyens de posséder des poules urbaines sous certaines conditions. Voici ce qui a été dit par la conseillère Nathalie Laprade. Afin de répondre à la demande des citoyens et d'encourager l'agriculture urbaine, le règlement de zonage numéro 1259-2014 doit être modifié de façon à réglementer la possession de poules et de permettre 2 poules pondeuses sur les terrains dont la superficie est égale ou supérieure à 1200 mètres carrés. Toujours du côté de Sainte-Catherine, la ville a demandé au ministère des Transports d'installer un radar photo permanent sur la route de Fossambeau, dans le secteur entre la route des Érables et la rivière aux Pommes, pour sensibiliser les automobilistes à respecter la limite de vitesse dans le secteur. Selon la municipalité, ce type de radar a fait ses preuves en matière de réduction de vitesse dans les secteurs où ils sont installés. Toujours selon Sainte-Catherine, ce secteur de la route de Fossambeau a été
été touchée par de nombreux accidents au fil des ans. De plus, des citoyens auraient formulé plusieurs plaintes afin que des actions soient prises pour que les usagers de la route respectent la vitesse. On entend le conseiller Sylvain Ferland. Il a démontré que les conductrices et conducteurs, à l'approche d'un radar photo, tentent de modifier leur comportement par crainte d'être interceptés, ce qui entraîne une diminution de nombre d'accidents enregistrés aux endroits où ces dispositifs sont installés. Je propose de mandater le ministère des Transports et de la Mobilité durable l'installation d'un radar photo permanent sur la route de Fossango en direction nord, dans le secteur compris entre la rivière aux Pommes et la route des Érables, et également qu'une copie de la présente résolution soit transmise à M. Éric Kerr, député de la Pelletrie. La résolution municipale a été transmise au ministère des Transports, tout comme à Éric Kerr, donc le député qui couvre la région. Au retour de la pause, Charles Laviolette nous parle de la soirée de poésie qui a touché la Maison Plamondon la semaine dernière. Restez des nôtres. Un gin aux accents du Sud distillé sur la Côte-Nord. C'est donc bien exotique. Mettez du Québec dans vos choix en repérant les produits fièrement distillés et préparés au Québec. SAQ, le goût de partager. Cet automne à CJSR, nous allons avoir le plaisir de vous présenter 3 nouvelles émissions produites dans notre studio munies de nouveaux décors. L'une d'entre elles, Revenir de loin, va plonger le spectateur au cœur d'une entrevue avec une personne qui a vécu et surmonté une épreuve difficile dans sa vie. Nous sommes à la recherche de personnes qui aimeraient venir en direct en studio pour nous témoigner leur expérience, et ce, dès septembre prochain. Si vous êtes intéressé, vous pouvez nous écrire ou contacter Suzy à la réception au 88 337 4925. Dans le cadre du mois de la poésie, Charles Laviolette est allé à la Maison Plamondon pour le récital « Besoin de poèmes ». Il s'est même entretenu avec les poètes Karine Fortin et Jean-Yves Fréchette à propos de l'utilité de la poésie dans notre société moderne. Voici son reportage. Vendredi passé, à la Maison Plamondon de Saint-Raymond, se tenait le récital de poésie « Besoin de poèmes ». 8 poétesses et poètes pornevois se sont livrés à l'audience pour souligner le mois de la poésie. Moi, dans mes classes, parce que je suis enseignante aussi au cégep, puis quand justement on aborde la poésie, surtout la poésie actuelle, ben ça rejoint beaucoup les jeunes. Puis on dirait que c'est un langage qui ne peut pas mourir. Je trouve que c'est un langage, en fait, c'est particulier la poésie, tu sais, c'est un langage qui est nu, qui va atteindre comme à l'essence. C'est le langage de l'enfance. Suppose que tu veuilles arrêter l'écoulement du désir au vert feuillage et que soudain, le geste n'est plus ce déploiement de rivière, qu'il perde tout de son sucre au bout des doigts. Quel contour resterait-il à tracer? Quelles paroles pourrais-tu engranger dans l'écorce, dans le bois de ta langue morte, ta langue de grand tangage aux abords du vide? Moi, je pense qu'on devrait enseigner la poésie à partir du moment où on commence à faire ses premiers pas physiques. On devrait aussi être en mesure de faire ses premiers pas émotifs, ses premiers pas métaphoriques, ses premiers... Et les enfants le font, diable. Exact. C'est ce que j'allais dire, ils le font spontanément, en fait. Oh, oui. La façon dont ils utilisent le langage, là, combien de fois j'ai voulu noter justement ce que mes enfants sortaient de façon spontanée comme ça. Alors oui, on dirait qu'ils sont en contact avec ça. C'est ce qui arrive quand on désobéit. On perd ses dents. Ce vide est mon trophée, maman, diras-tu, fier d'étriver les garçons. Minutieusement, tu t'attardes à l'extraction des épines. Tu te concentres sur la plaie vive des échardes et tu mates ta douleur. En fait, là,
c'est que les gens peut-être essaient de trop intellectualiser. Hein? Alors, ce qui est important, c'est de se laisser aller à l'émotion puis à la musicalité, je pense, du texte, puis se laisser porter. Hein? J'aime ça beaucoup, ce que tu dis là, parce qu'il y a quelque chose de fondamentalement, je dirais, sensuel dans le verbe poétique qui passe par le rythme, les intonations, qui passe par le jeu des sonorités. Voici le lièvre, il feint la fuite, poursuit la lumière. J'accours me taire au cœur des friches. Les abeilles façonnent déjà la saison. J'aime les bêtes qui ne mangent pas dans ma main. L'aube ainsi reste rebelle. Troupeau céleste de brebis laineuses, elle meurt, nous mourrons tous. Ce que j'aime dans la poésie, c'est que c'est aussi, je pense, un des seuls lieux de résistance qui nous permet de résister à la bêtise ambiante des politiciens, mettons, et de tous ces gens qui prétendent avoir la vérité alors qu'ils disent s'appuyer sur des faits, sur des données, etc. Alors que le poète tout nu, là, fait appel à des émotions qui sont enfouies au plus profond de lui-même, et c'est ça qu'il livre avec une espèce de sincérité désarmante. Tu disais que c'est un langage qui, justement, c'est au plus profond de soi, mais en allant justement au plus profond de soi, c'est comme on va atteindre à l'humanité à quelque part. On parle pour l'humanité, c'est large comme langage. On disait autrefois que le poète chantait. Ben, on a conservé ces trucs-là. Les chansonniers font de la poésie. Je sais pas, mais Tire le coyote qui va venir à la maison de Plamondon, ben, ils vont faire du chant et ils vont être à l'origine même de la poésie. Le blues de l'épinette croche. L'épinette qui penche à sa vie précaire et j'ai aussi la mienne. Souvent au crépuscule, nous nous regardons, toujours en silence. Nous nous demandons qui de nous tombera en premier. Demain ou dans une heure, la semaine prochaine ou dans 30 ans. Les couleurs autour peinent à nous réchauffer. Elle brûlera pourtant cette épinette après sa chute. Je la débiterai et lui volerai sa chaleur si je suis toujours là. Pour le moment, elle se penche vers moi comme je me penche vers elle. Notre mort et notre vie s'entrelacent. Tout est calme. Une tournée concernant les pratiques des ressources humaines dans les entreprises sera entamée dans la région de Portneuf, alors que celle-ci est portée par la Fédération des chambres de commerce du Québec et de la Chambre de commerce de l'Est de Portneuf. C'est la Fondation pour l'alphabétisation qui fait cette tournée qui vise à outiller les entreprises du Québec dans ce contexte de pénurie de main-d'œuvre. La tournée s'arrêtera à Cap-Santé en juin, selon le communiqué de presse qui a été acheminé aux médias. L'animatrice veut même mettre de l'avant le facteur humain dans le changement organisationnel, comme l'entreprise a impliqué le côté humain dans sa stratégie d'organisation. Elle souhaite s'entretenir avec un représentant qui a une expérience positive avec la gestion du changement. L'invitation est donc lancée aux entrepreneurs de Portneuf. Un nouveau roman va être lancé très bientôt dans Portneuf. D'ailleurs, il y a eu un lancement déjà. Là. On a avec nous Alexandre Marcotte. Il s'agit de L'Émasculé Conception. Pour parler du roman, mais aussi pour parler de lancement médiatique qui va avoir lieu très bientôt. Nous l'avons avec nous. Alors, bonsoir Alexandre. Bonsoir, merci beaucoup de m'avoir à l'antenne. Merci beaucoup d'être avec nous Alexandre pour parler de ton premier roman en carrière, L'Émasculé Conception. Rapidement, est-ce que tu peux nous parler un peu de l'histoire de ton roman? Oui, en fait, c'est l'histoire de Jacob, un professeur qui se trouve être
pris au piège par une fausse accusation. Puis, alors qu'il commence à remettre un petit peu sa vie sur le train, ben, il se trouve à perdre son travail, sa conjointe, sa maison. Il se retrouve un nouvel emplacement, il se trouve un nouveau travail. Puis, arrive quelque chose dans l'histoire qui fait qu'il repère tout ça. Et plutôt que de se victimiser puis de rester sur son sort, il décide de changer un petit peu l'avenue de la chose, puis il va décider de se rebeller un petit peu contre un système qui l'a pas aidé. Et donc, on peut voir la thématique de la persévérance là, dans ton roman, là, de ce que je vois. Là. Oui, en quelque sorte, on pourrait peut-être voir ça de cette façon-là. Il y aurait peut-être un petit esprit vengeance aussi. OK, vengeur. On pourrait voir, oui, pour essayer de se venger un petit peu d'un système qui l'a peut-être pas aidé. Donc, de ce que je comprends, Alexandre, ton roman se déroule un peu là, dans l'époque moderne là, qu'on connaît chacun, toi et moi, là, dans le quotidien. Là. Absolument. Sans avoir de temps défini, on peut se douter que c'est dans les époques d'aujourd'hui. Donc, il y a des cellulaires, il y a des ordinateurs, il y a des enjeux comme ça. Et là, on l'a ici, là, le roman, je vais en profiter pour le montrer à la caméra pour ceux et celles qui veulent le voir. Là. Ce roman-là, Alexandre, est-ce que tu l'as autoproduit? Est-ce que c'est une maison d'édition qui t'a aidé à faire ce roman-là? Comment ça s'est fait pour arriver au produit final? C'est autoproduit grâce en plus à l'aide d'un de mes amis éditeurs, Michael Landry, qui m'a aidé beaucoup dans tout ce processus-là. Je crois que tu le connais aussi d'ailleurs. Puis c'est lui qui m'a vraiment lancé dans cette aventure-là. Puis j'ai été surpris de la facilité d'amener tout ça à terme. J'ai aussi eu de l'aide d'un de mes amis qui travaille pour l'Office de la langue française. Donc, au niveau correction, j'étais bien entouré. Ouais. Puis, avec l'assistance de Michael, il y a entre autres qui m'a permis de venir ici ce soir, qui a commencé à ouvrir les canaux avec les médias. Ça m'a laissé beaucoup de chance. Puis, je pense que ça a facilité beaucoup le processus aussi de tout ça. Donc, ça s'est quand même bien passé de ce qu'on peut comprendre. Mais je veux retourner à la base. Qu'est-ce qui t'a poussé, toi, à te lancer dans l'écriture d'un livre? Parce qu'évidemment, là, c'est un gros processus. J'imagine que c'est quelque chose qui doit avoir trotté dans la tête pendant plusieurs années, ou... Oui, bien en fait, je suis quelqu'un qui a beaucoup d'imagination depuis que je suis très jeune. Puis, j'avais jamais vraiment pensé à mettre mes idées par écrit. C'est arrivé à quelques reprises où je me suis dit, bon, j'étais bon en dessin, je pourrais peut-être essayer la bande dessinée. Puis bon, avec le travail, les enfants, j'ai laissé ça un peu de côté. Puis quand j'ai voulu essayer de reprendre ce côté-là de dessin, j'ai vu que je manquais beaucoup de pratique. Puis tout le travail à accomplir pour avoir le produit final, je trouvais que c'était trop complexe. Puis là, c'est là que Michael est entré en jeu, où il m'a suggéré justement de le mettre par écrit, parce qu'il trouvait quand même les idées de base de mon livre intéressantes. Puis c'est là que je me suis lancé dans l'aventure, puis j'ai décidé d'écrire le roman au complet. Selon toi, l'Immaculée Conception, à quel type de public ça s'adresse? 18 ans et plus, je vous dirais que c'est très basé sur le fameux roman ou film de Fight Club. Donc il y a beaucoup de violence. Puis c'est une violence qui est peut-être plus psychologique, parce qu'un peu comme dans Fight Club, je veux dire, les gens qui se font violence sont tous consentants, ou il y a une seule mort dans toute l'histoire de Fight Club. Donc j'essaie d'aller rechercher un petit peu ce côté-là, qui est très violent, qui est très cru aussi, qu'on voit peut-être un petit peu moins, puis qui est peut-être beaucoup moins adapté pour un public plus jeune. Et bon, tu nous as parlé d'une de tes inspirations, Fight Club. Est-ce qu'il y en a d'autres là, qui t'ont... il y a d'autres livres, d'autres œuvres qui t'ont justement inspiré à écrire ce roman de cette façon-là? En fait, étrangement, il y a la facture. OK. Beaucoup de concepts dans le livre se réfèrent un petit peu à un système de justice qui n'est peut-être pas balancé pour ce qu'on a aujourd'hui. Il a peut-être mal évolué, ou peut-être qu'il y a des lacunes au niveau de la justice comme telle. Puis, beaucoup d'éléments qui m'ont inspiré étaient justement des gens qui devaient poursuivre d'autres compagnies ou des choses comme ça pour finalement se rendre compte qu'ils devaient repayer ensuite les travaux qui n'avaient pas été effectués. Donc, toute la partie illogique du système de justice, où payer un avocat pour ensuite avoir raison, puis finalement qu'il ne se passe rien. Fait que je voulais essayer de dénoncer un petit peu ce côté-là. Puis la meilleure manière, c'est de pas en pousser un petit peu peut-être la limite de ce qui est acceptable socialement pour aller chercher un petit peu cette critique. Donc, de ce que je comprends, Alexandre, ton roman se veut quand même être une critique de la société qu'on connaît en ce moment, ou du moins du système. Est-ce que je me trompe dans cette... Non, du tout. En fait, je dirais que mon livre a 3 niveaux. Le premier niveau qui est la plaisance, l'action, puis l'histoire comme telle. Ensuite, au deuxième niveau, c'est vraiment un petit peu plus la critique du système social puis le système de justice. Et au troisième niveau, c'est vraiment la partie
d'où le titre, en fait, l'Immaculée Conception, la perception du pouvoir face à l'homme, puis comment que lui se représente par rapport à ça. Fait qu'il n'y a pas beaucoup de contexte de puissance monétaire ou de puissance physique qu'un homme très costaud pourrait avoir. Fait que c'est un petit peu le côté que je voulais aller chercher, justement. Et est-ce que ton livre va se prêter à avoir une suite? Est-ce que c'est quelque chose que tu as prévu dans le futur? En fait, c'est encore la faute à Michael. Il m'a fortement suggéré d'essayer d'écrire un petit peu plus une des personnages du roman. Okay. Puis, après discussion, on s'est rendu compte qu'elle seule pourrait peut-être avoir un roman à elle. Puis, je trouve que c'était très adapté. Fait que, tout probablement qu'il va y avoir une suite à cette... Lié dans le même univers. Oui, exactement. On va revoir le même personnage de Jacob, mais à partir de ce moment-là, il va avoir un rôle secondaire. Alexandre, on arrive à la fin de notre entrevue. Le temps file. Il va y avoir il y a déjà eu un lancement qui a eu lieu. Il y a un lancement médiatique aussi. Comment ça fonctionne là, si on veut en apprendre plus sur ton livre ou se le procurer? Oui, en fait, il est disponible soit en version numérique ou en version papier sur Amazon. Donc, c'est comme vous voulez pour l'avoir. Ouais. Sinon, je vais être le 17 mai, le mercredi 17 mai à la Fosse où je serai là-bas pour justement promouvoir mon livre. Donc les médias ou les gens qui veulent se le procurer pourraient venir sur place. J'ai quelques romans avec moi. Puis ça doit être au coût de 20 $. Puis c'est ça, entre 19h et 21h, je devrais être là à la Fosse. Alexandre Marcotte, je vous remercie d'avoir été des nôtres ce soir pour parler de l'Immaculée Conception. Merci beaucoup. On poursuit maintenant dans votre émission Info CJSR. À Saint-Marc-des-Carrières, il y a également eu un conseil de ville ce mardi. D'entrée de jeu, le maire Marion Leclerc s'est réjoui de voir qu'une nouvelle entente de principe avait été mise en place avec le syndicat. On rappelle que dans les derniers mois et même le mois dernier, la première entente avait été refusée. Voici Marion Leclerc. Quelques informations en relation de travail. Eh bien oui, je peux vous dire officiellement qu'il y a eu une deuxième entente de principe avec le syndicat et cette fois-ci est la bonne. La signature de la nouvelle entente collective devrait se faire sous peu ou à tout le moins dans le mois de mai. Gestion de personnel, au moment d'écrire ces lignes, nous sommes toujours à la recherche d'un coordonnateur communautaire et culturel, d'un directeur des travaux publics et d'un responsable à l'entretien au centre communautaire. Nous espérons finaliser ces dossiers dans le mois de mai et évidemment, nous l'espérons. Cette nouvelle entente se terminera en 2027 au dire du maire. Le voici à nouveau avec davantage de détails. Renouvellement de la convention collective, eh bien, comme je vous l'ai annoncé, nous en sommes à une entente de principe. Nous reviserons évidemment tout le document dans les prochains jours et il y aura sûrement signature de cette entente-là dans les prochains jours. Faites à noter, dans la résolution que vous avez présentement, la date se terminant le 31 décembre, c'est 2027 et non pas 2028. À Saint-Casimir, maintenant, le pont de la route 354 a été réouvert à la circulation vendredi, le 5 mai dernier, alors qu'il avait été fermé pendant 10 jours en raison de dommages repérés sur des éléments structuraux. Comme la structure du pont pouvait être affaiblie, le ministère avait décidé de fermer le pont et de le réparer, ce qui a été fait. Il faut tout de même dire que des travaux étaient déjà en cours sur le pont et ceux-ci vont de bon train. La semaine dernière, la mairesse Lise Baillargeon nous avisait que la semaine, le pont ne serait seulement ouvert qu'en journée. On écoute un extrait de ce qu'elle avait à dire à ce sujet. Puis on va revenir à l'heure, le jour, le pont va être ouvert de 7 h le matin à 6 h le soir. Attendez une minute. 6 h le matin à 7 h le soir, il va être ouvert. Puis il va être fermé de 7 h le soir à 6 h le matin. Puis il y a une fermeture d'une fin de semaine qui est prévue à la mi-mai. Selon l'échéancier du début, bien sûr. En parlant de cette fermeture qui va arriver à la mi-mai, une dernière entrave complète du pont va débuter ce vendredi 12 mai, demain à 19 h jusqu'au lundi 15 mai à 9 h pour compléter les travaux. C'est donc ce qui complète votre bulletin d'information Info CJSR en ce jeudi. Je veux quand même vous rappeler que si vous êtes intéressé à travailler dans le bingo pour la saison qui va commencer cet automne, vous pouvez toujours appeler CJSR. Maintenant, je veux remercier toute l'équipe, soit Charles, Tony, Christian, Luc, Carole et Suzy. Mon nom est Danick Julien. Je vous souhaite de passer une excellente soirée.